Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30, mais avant tous les titres. Assainissement en N'Djamena, le maire du 7e arrondissement lance des travaux de nivellement de rues et de curage des caniveaux. Et au quartier Amri-Guébé, après plus de 16 ans sans entretien, les caniveaux sont enfin curés au grand soulagement des habitants. À suivre dans cette édition du journal, quittons les questions d'assainissement pour parler qualité et certification avec l'ouverture d'un atelier de formation aux normes internationales par l'Agence tchadienne de normalisation. Une fois de plus, bienvenue, ouvrons ce journal avec la séance parlementaire tenue ce 29 juin au Palais de la démocratie a été marquée par l'intégration du député de la province du Hadjer-Lamis ainsi que par la validation du rapport sur le projet de la loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance durant la période allant du 1er juillet au 31 août 2026. Pafin Djouré. La séance de validation à 153% et une abstention du projet de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance en période de vacances parlementaires a précédé celle qui a consisté au rituel d'installation du nouveau député élu de la province de Hadjer-Lamis, Bichara Ahmad. Après la présentation de ses parcours scolaires et professionnels, sa collègue Monique Mayala Ngaranbay, avec la volonté des différents présidents des groupes parlementaires, l'a drapé d'écharpes et des insignes de l'Assemblée nationale l'affectant dans ses fonctions de député. Ce texte introduit par la Commission politique générale, institutions, lois, droits fondamentaux et libertés donne cutus au gouvernement d'agir en lieu et place de la représentation nationale en 4 points. Le premier autorise le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pendant la période allant du 1er juillet au 31 août 2026. Le deuxième énumère les matières relevant des domaines de la loi. Le troisième fixe le délai de transmission des ordonnances au Parlement pour ratification avant l'ouverture de la prochaine session ordinaire sous peine de caducité. Et enfin, le quatrième traite de l'enregistrement, de la publication et de l'exécution de la loi comme loi d'État. L'adoption de ce rapport répond à l'application des articles 147 de la Constitution de la République du Tchad et 37 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui laisse cette marge au pouvoir exécutif. Avant son adoption, ce texte a été présenté par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Ramatou Houtoun. Elle revient au micro des Pafin Djouré sur le contenu de ces rapports proposés par la Commission politique générale, institutions, lois, droits fondamentaux et libertés. Conformément aux dispositions de notre Constitution, il s'agit bien évidemment d'un instrument constitutionnel expressément prévu, destiné à garantir la continuité de l'action de l'État durant une période bien circonscrite, celle des vacances parlementaires qui s'étendront du 1er juillet au 31 août 2026, à l'issue de la clôture de la session ordinaire du 30 juin 2026. Donc, mesdames et messieurs les députés, je sais l'attention que vous portez à l'encadrement de toute habilitation. Et c'est pourquoi je tiens à souligner d'emblée que celle qui vous est soumise est claire, qui vous est demandée est claire dans son objet, limitée dans le temps et précisément délimitée dans son champ. L'article 2 du projet énumère expressément les matières concernées qui sont exclusivement celles que l'article 132 de la Constitution réserve au domaine de la loi. Le recours à cette habilitation, ce recours, il est dûment motivé, comme le demande la Constitution. Ce lundi 29 juin 2026, le maire du 7e arrondissement de N'Djamena, Adoum Hassan Dime, a lancé des travaux de nivellement de rue.
et de curage des caniveaux dans les quartiers de Dembe, Chagua, Axe Francophonie, Charimongo et Amkoumdiara. Cette opération vise à améliorer la circulation, renforcer l'assainissement et faciliter l'évacuation des eaux de pluie dans ces zones. Reportage d'Arbawa Yolan. La commune du 7e arrondissement d'Indiamena est engagée dans une vaste campagne d'assainissement. Ce lundi, le maire Adoum Hassan Djimé a donné le coup d'envoi des travaux de nivellement des rues et de curage des caniveaux dans plusieurs quartiers, notamment Dembe, Ankoumdiara, Chagua sur l'axe Francophonie et Charimongo. Sur le terrain, des bennes déversent du sable pour remettre à niveau certaines voies dégradées, pendant que d'autres équipes s'activent au curage des caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Une action qui intervient en pleine saison de pluie avec pour objectif de réduire les risques d'inondation et d'améliorer la mobilité des habitants. Selon le maire, cette campagne sera progressivement étendue à l'ensemble des quartiers du 7e arrondissement dans un délai d'1 ou 2 semaines. Il a salué l'implication des riverains et réaffirmé l'engagement de la mairie à poursuivre les actions de proximité pour améliorer durablement le cadre de vie des populations. À Charimongo, cette initiative est bien accueillie par les habitants. Certains estiment que le curage des caniveaux permettra de limiter les débordements d'eau et d'éviter les inondations qui affectent régulièrement leur habitation. Par cette opération, la mairie du 7e arrondissement entend renforcer l'assainissement, améliorer l'état des voies et offrir de meilleures conditions de circulation aux populations de sa circonscription. Comme nous vous le disions, en titre dans le 5e arrondissement d'Indiamena, précisément dans le quartier Amriguébé, les habitants vivent depuis plus d'une décennie avec les conséquences de la construction de la voie bitumée. À chaque saison de pluie, les eaux stagnantes envahissent les caniveaux qui débordent, rendent la situation difficile pour les riverains. Mais depuis quelques jours, le nouvel exécutif communal a lancé une vaste opération de curage des caniveaux pour soulager les populations. Reportage de Jessica Ferry. Caniveaux obstrués, eaux stagnantes, inondations dans les concessions, c'est le quotidien des habitants d'Amriguébé dans le 5e arrondissement de N'Djamena. Depuis une dizaine d'années, ce quartier fait face à de graves difficultés d'assainissement aggravées à chaque saison de pluie. Les caniveaux longtemps laissés sans curage débordent régulièrement, rendant la vie difficile aux riverains. Depuis la construction de cette route entre 2009 et 2010, les caniveaux n'avaient jamais été curés. C'est seulement cette année qu'ils l'ont fait. Depuis la construction de cette voie, les caniveaux n'avaient jamais été ouverts ni curés. Cela fait déjà 16 ans aujourd'hui et c'est la première fois qu'un tel travail est réalisé. C'est vraiment une bonne initiative. Avant cette action, les eaux débordaient et inondaient tout cet espace jusqu'au quartier Kakandi. Mais depuis quelques jours, la situation connaît un changement. Le nouvel exécutif du 5e arrondissement a décidé de passer à l'action en lançant une vaste opération de curage des caniveaux dans plusieurs secteurs de sa circonscription. L'objectif est de faciliter l'évacuation des eaux pluviales et de réduire les risques d'inondation. Une initiative saluée par les habitants qui y voient enfin une lueur d'espoir après des années de souffrance. Mais maintenant, ils ont commencé à enlever tout ce qui est à l'intérieur, mais c'est bon. Grâce à au nouveau maire, il a bien réfléchi et pensé à la population. Bon, au niveau ici, depuis son curé là vraiment, maintenant je pense que ça va changer un peu quoi. Comme ça fait des années, donc il n'y a même pas l'autre là. Une route qui l'eau va passer. Donc maintenant cette année là, peut-être ça va changer un peu quoi. Donc je remercie le maire de la ville. C'est maintenant ils l'ont fait, c'est vraiment un bon travail, c'est une bonne décision de l'État qu'il a fait. Vraiment, on vous remercie trop. Merci beaucoup pour votre soutien. Si cette opération redonne de l'espoir aux populations d'Amriguébé, les habitants restent toutefois attentifs à la suite des travaux. Ils souhaitent des interventions durables et surtout des résultats concrets pour tourner définitivement la page
des inondations répétitives. L'Agence tchadienne de normalisation a lancé ce lundi 29 juin à N'Djamena un atelier de formation sur les normes internationales liées à l'inspection et à la certification. Pendant 3 jours, les participants vont se familiariser avec les exigences des normes. Une initiative qui vise à renforcer les capacités nationales en matière de qualité. Reportage de Haturungi Marie-Noël. Renforcer les compétences nationales en matière d'inspection et de certification, c'est l'objectif de cet atelier initié par l'Agence tchadienne de normalisation. Pendant 3 jours, les acteurs impliqués dans le contrôle, l'inspection et la certification vont être formés sur les normes internationales ISO/CEI 17020 et ISO/CEI 17065, références essentielles pour garantir la qualité et la conformité aux standards internationaux. Cette formation bénéficie de l'appui stratégique de l'Institut fédéral de la République fédérale d'Allemagne. Pour l'ADNOR, il s'agit d'un pas important dans le processus de consolidation des infrastructures nationales de qualité. Face aux défis d'un marché de plus en plus exigeant, l'agence entend ainsi doter le pays de compétences capables de répondre efficacement aux normes internationales tout en améliorant la crédibilité des systèmes nationaux de contrôle et de certification. Dans son discours d'ouverture, la directrice générale de l'ADNOR a rappelé que cette formation traduit la volonté de l'institution de poser les bases solides pour l'exercice concret de ses missions, notamment dans le domaine de la normalisation et de l'assurance qualité. À travers cette formation, nous ne renforçons pas seulement les connaissances techniques, mais nous posons les bases de l'exercice des missions qui nous sont dévolues. C'est maintenant que commence la construction de notre institution et également de notre dispositif national d'inspection, de certification et d'évaluation de la conformité. C'est maintenant que nous bâtissons les compétences qui nous permettront demain d'exercer pleinement les responsabilités qui nous sont confiées. C'est pourquoi nous avons placé aujourd'hui au cœur de cette formation les cadres et agents de l'ADNOR afin de pouvoir mettre à profit leurs compétences. C'est maintenant que nous bâtissons les compétences qui permettront également à notre institution d'exercer pleinement les responsabilités qui lui sont dévolues. Vous serez les premiers acteurs de cette nouvelle étape. Les connaissances que vous allez acquérir devront à partir de maintenant se traduire dans nos procédures, dans nos méthodes de travail, dans nos interventions et dans les services que l'ADNOR offrira au pouvoir public, aux consommateurs et également aux industriels. À travers cet atelier, l'ADNOR veut non seulement renforcer les capacités des acteurs nationaux, mais aussi contribuer à l'amélioration de la qualité des produits et services tchadiens, un enjeu majeur pour le développement durable et la compétitivité économique du pays. Le projet renforcement des innovations dans l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes et femmes du Tchad forme actuellement 57 incubateurs et agro-entrepreneurs avec l'ambition de dynamiser le monde rural et renforcer l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Dominique Dideyo nous en dit plus. C'est après 3 mois de formation que ces 57 bénéficiaires ont reçu leur attestation de fin de formation d'incubation intensive en production animale et végétale. Mise en œuvre par l'ONG Solidarité au développement rural du Tchad, Soder Tchad, avec l'appui financier du Fonds international de développement agricole FIDA et du gouvernement tchadien, le projet vise à transformer les jeunes et femmes en véritables acteurs de développement agricole. Au cours de cette formation, les bénéficiaires ont acquis des compétences techniques et entrepreneuriales leur permettant de concevoir des projets agricoles rentables et mieux adaptés aux exigences du marché. Cette montée en compétences constitue un levier important pour améliorer leur insertion socio-économique et favoriser la création d'emplois en milieu rural. Cette initiative contribuera sans nul doute à moderniser les pratiques agricoles, à renforcer les résiliences des communautés rurales, à accroître durablement la production agricole et pastorale dans le Mandoul, une province reconnue pour son fort potentiel agricole. L'impact du projet ne s'arrête pas à la formation, car les 57 nouveaux agro-entrepreneurs bénéficieront d'un accompagnement pour la mise en œuvre de leur plan d'affaires avec des financements ainsi que des sites d'exploitation destinés à faciliter le démarrage de leurs activités. Un appui qui devrait favoriser l'émergence d'entreprises agricoles viables, capables de créer de la valeur ajoutée et d'améliorer les revenus des bénéficiaires. Altebay Majimbe, coordinateur de Soder Tchad, se réjouit du partenariat du projet Renfort avant d'appeler les bénéficiaires à la mise en œuvre des connaissances acquises. Laoumad Fidèle, technicien agroécologiste, par ailleurs représentant du chef d'antenne Renfort dans son intervention, affirme qu'en s'engageant à la terre, c'est un pas vers le développement de l'économie.
Alata Gueralbaï, délégué provincial de l'agriculture, martèle que ces bénéficiaires ne sont plus des incubateurs, mais des entrepreneurs agricoles. C'est pourquoi ils doivent se mettre au travail pour relever les défis de la production agricole pour le peuple tchadien. Clôturant la formation, le représentant du sous-préfet de Koumra rural, Djimadoum Assoumbe, a salué cette initiative à sa juste valeur et estime que c'est une opportunité pour les jeunes d'être des acteurs de développement. En misant ainsi sur la formation, l'accompagnement technique et le financement des initiatives locales, le projet Renfort jette les bases d'une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles. Après plusieurs jours de pénurie, les bouteilles d'eau minérale de 750 ml réapparaissent peu à peu dans plusieurs points de vente de la capitale. Mais ce retour s'accompagne d'une hausse des prix alimentant des inquiétudes des consommateurs. Entre forte demande, perturbations dans la distribution et suspension de certaines marques, les explications divergent. Suivez le reportage d'Aïsta Mahamad Kalbassou. Longtemps absentes des rayons, les bouteilles d'eau minérale de 700 ml refont progressivement surface dans certains commerces de N'Djamena. Dans plusieurs points de vente visités, les commerçants confirment le retour de ces produits, même si les quantités restent encore insuffisantes pour répondre à la demande. Beaucoup d'entre eux préférant garder l'anonymat, expliquant que les prix de vente ont augmenté en raison de la hausse des coûts d'approvisionnement auprès des grossistes. Pour ces détaillants, le mécanisme est simple. Lorsque le prix d'achat grimpe, ils n'ont d'autre choix que de réajuster leurs tarifs, au risque de mécontenter leur clientèle. Afin de mieux comprendre cette situation, nous nous sommes rapprochés d'un grossiste. Selon lui, contrairement aux rumeurs, la production au niveau des usines n'a jamais ralenti. Il assure que les chaînes fonctionnent normalement. Il explique cependant que la forte demande observée ces dernières semaines, combinée à la suspension temporaire de certaines marques et à quelques difficultés dans la chaîne de distribution, a contribué à déséquilibrer l'approvisionnement sur le marché. Actuellement, même l'usine fonctionne de 24 heures sur 24. Il y a toujours la production. L'usine produit dans les mêmes conditions, l'usine produit toujours l'eau. Mais les gens ont constaté qu'à un certain moment, il y a des difficultés. Oui, c'est vrai, parce qu'avant, il y a plusieurs usines qui produisent l'eau et les gens consomment. Mais arrivé à un certain moment, il y a certaines usines, leur eau est supprimée. Malgré leur retour progressif dans les commerces, les bouteilles d'eau de 750 ml restent encore inégalement disponibles, une situation qui continue d'impacter les prix et de peser sur le quotidien des consommateurs. En santé, la préclampsie, autrefois appelée tosémie gravidique, est une maladie liée à la grossesse, provoquée par une malformation des vaisseaux sanguins du placenta. Elle entraîne une souffrance du fœtus ainsi qu'une hypertension artérielle chez la mère. Pour mieux comprendre cette pathologie, suivons les explications du gynécologue Dr Manikassé Palouma. La prééclampsie, c'est une maladie qui survient pendant la grossesse. Chez une femme enceinte, cette maladie survient et éventuellement peut disparaître juste après l'accouchement, 6 semaines après l'accouchement, dans certains cas. Et donc, c'est quoi la prééclampsie? La cause exacte, c'est dû à un conflit, à un dysfonctionnement du placenta pendant le deuxième trimestre de la grossesse. Et ce dysfonctionnement du placenta va perturber effectivement le fonctionnement. Donc le placenta va envoyer des substances toxiques au niveau de la maman et la maman va être stressée et ensuite ça va provoquer ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Les facteurs favorisants sont multiples. Vous avez par exemple s'il y a un antécédent familial, votre maman ou alors votre sœur ou votre tante a eu déjà une prééclampsie ou alors une éclampsie, vous qui êtes dans la famille, vous êtes aussi exposé. Il faut savoir aussi, il y a des antécédents, il y a des pathologies, par exemple le diabète, l'hypertension artérielle avant la grossesse. Et vous avez la grossesse, ça peut également favoriser l'apparition de la prééclampsie. Et donc, vous avez ces facteurs de risque-là associant
une grossesse chez une femme. Aussi, il faut citer les femmes en âge, les femmes très jeunes. On rencontre d'ailleurs fréquemment la pré-éclampsie chez les filles très jeunes, moins de 18 ans, ou les femmes qui ont plus de 40 ans. Donc ces femmes ont plus la possibilité de présenter la pré-éclampsie. Donc l'extrême de ces âges sont des facteurs favorisant l'apparition d'éclampsie. En sport, WAC FC a été sacré champion départemental de football à l'issue d'une finale disputée face à Croix-Rouge FC ce dimanche 26 juin 2026 au terrain municipal de Koumra. À cette occasion, le conseil provincial a également reçu une distinction spéciale pour sa contribution au développement du sport dans le Mandoul. Dominique Dideyou. Ce match a tenu toutes ses promesses car les deux équipes se sont montrées à la hauteur du match. Tactiquement et techniquement, WAC FC et Croix-Rouge FC ont présenté des talents incroyables, marquant une montée en puissance du football dans le Mandoul. Dès la première période, les deux équipes ont tout donné avec un avantage de 2-1 en faveur de WAC FC. Au retour de la pause et malgré plusieurs offensives, les deux équipes se sont neutralisées, donnant ainsi WAC FC sacré championne départementale de football. Occasion pour le président de la Ligue départementale de football Atemat Suitigal de faire le point sur les difficultés dans l'organisation de ce championnat, mais l'effort et l'engagement des équipes ont conduit à ce sacre et touché le bout du tunnel. Présent à la finale, le directeur général adjoint de l'INSED, Baroum Maganaï, a saisi l'opportunité pour lancer un appel à la mobilisation de la population du Mandoul pour se faire recenser. Pour lui, le dénombrement de la population comporte plusieurs avantages, notamment la réalisation des politiques publiques en faveur de la population. Dimas Ndjedwoum, tout en remettant le trophée, apprécie les talents des joueurs qui ont tout donné sur le terrain. Je vous avoue que le football a été de taille aujourd'hui et j'en suis fièrement flatté. Et comme vous le savez, le football unit donc le peuple et autour de ce football, nous sommes en train donc de vivre la cohésion sociale. Je vous demanderai donc de continuer sur ce thé-là. À l'occasion de cette finale, la Ligue provinciale de football a honoré le conseil provincial en lui délivrant une attestation de reconnaissance élevant ainsi le conseil provincial au rang du chevalier de l'ordre du sport mandoulais. Cette reconnaissance est à juste titre pour l'appui multiforme du conseil au service du sport. Le centre BAD porté par Berangar Guy, qui a œuvré inlassablement pour le sport dans la province du Mandoul, n'est pas du reste car il a aussi reçu un trophée spécial. Quelques artistes locaux ont montré leur talent pendant ce moment inclusif du football. À présent, place à l'actualité internationale. Séisme meurtrier au Venezuela. Coupe du Monde 2026 où l'Afrique impressionne avec 9 équipes sur 10 qualifiées pour les 16e de finale et l'intensification des frappes du Pakistan en Afghanistan. Le point avec Fanta Assoui. Au Venezuela, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent après les 2 violents séismes qui ont frappé le pays. Le dernier bilan fait état d'au moins 1450 morts, tandis que des dizaines de milliers de personnes restent portées disparues. Selon les autorités, 774 bâtiments ont été touchés, dont 189 totalement effondrés. Face à l'ampleur de la catastrophe, les secours poursuivent leurs recherches dans des conditions difficiles. Les Nations Unies estiment à près de 50 000 le nombre de disparus. Un drame qui frappe un pays déjà fragilisé par une profonde crise économique et politique. Sur les terrains de football, l'Afrique signe une performance historique à la Coupe du Monde 2026. 9 équipes africaines sur 10 sont qualifiées pour les 16e de finale. C'est la Tunisie qui quitte la compétition dès le premier tour. Avec ce bilan, le continent affiche le meilleur ratio de qualification parmi toutes les confédérations, confirmant la montée en puissance du football africain sur la scène mondiale. En Asie du Sud, le Pakistan poursuit ses opérations militaires en Afghanistan. Dans la nuit de dimanche à lundi, Islamabad a mené des frappes aériennes dans l'est du pays, ciblant notamment une faction dissidente des talibans pakistanais. Selon le ministre pakistanais de l'information, au moins 25 personnes ont été tuées lors de ces frappes de précision dans les provinces de Paktika et Kunar. Ces dernières opérations interviennent en représailles
à une attaque contre un camp des rangers pakistanais à Karachi ainsi qu'à une recrudescence des violences dans les zones frontalières. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.